Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Bienvenue à vous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa. Cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine à la télé. Alors, on commence par quoi? À droite ou à gauche? On va commencer d'abord par les chroniqueurs et avec les chroniqueurs, on va accueillir comme il se doit nos invités. Comment allez-vous, Mister L? Ça va bien, impeccable. Ah ouais, encore une fois, disparition pendant quelques temps, retour, c'était quoi? La Chine, c'était où? Non, on était tranquille, on est resté tranquille là. Tranquillement en France, en Europe? Tranquillement, ouais. Très bien. Alors, Mister L, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je crois que c'est une destination, le Nigeria? Nigeria, chez les Yoruba, la célébration des jumeaux. C'est une coutume qui est très intéressante. Us et coutumes et traditions d'Afrique avec Mister L. On continue avec notre cher Babadem, qu'on applaudit bien sûr. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aller au Cameroun, à la découverte malheureusement d'une figure majeure de la science africaine qui est trop méconnue, mais c'est lui qui a excellé pour découvrir des maladies infectieuses ou détecter les maladies infectieuses en Afrique. Il s'appelle Christian Hapi, le bien nommé. Ils font briller l'Afrique et le reste du monde. Vous aimez cette chronique et on essaye de vous donner des profils intéressants, importants qu'on doit connaître. Et maintenant, le moment est arrivé d'accueillir comme il se doit nos invités du jour. Nous avons un coach, un grand coach, Monsieur Giscard Samba. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir. Voilà, mesdames et messieurs, les grands athlètes, l'athlétisme à l'honneur avec vous aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue. Merci encore, merci de me recevoir. On aura peut-être quelques cours, je ne sais pas, quelques initiations. Hein. Je sais qu'il y a des grands coureurs en face de vous. Ah bon? Attention. On va essayer alors. Voilà, mesdames et messieurs, l'excellence dans le sport avec Giscard Samba. On continue avec Ibrahima Badi, entrepreneur engagé qui met en place un salon ici entre la France et le continent africain, entre les villes françaises et le continent africain. Bienvenue à vous. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Diaspora Africa. C'est toujours honorant d'être parmi vous. Et je vous dis merci et je suis très content. Merci beaucoup, Monsieur Badi. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Mesdames et messieurs, voilà, le programme est à peu près donné. Alors, vous le savez, on voyage sur Diaspora Africa. Et oui, on vous emmène sur le continent africain. On va voyager dans quelle destination ? Oui, bonne question. Et puis, bien sûr, Tour d'Afrique, on découvre de l'actualité, on découvre de la culture, des initiatives portées sur le continent africain. Et bien sûr, on aura notre pitcheuse. Oui, on aime, voilà, on ne peut pas venir sur le plateau, mais parfois on permet à des gens qui se trouvent ailleurs de pitcher leur projet. Voilà à peu près le programme de ce jour, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous plaît. Vous avez vu, il y a des buzzers. Oui, voilà. C'est vrai que ça fait un peu peur quand on voit des buzzers, on se dit oh là là, mais rassurez-vous, quoi qu'il en soit, l'objectif ici, c'est tout simplement de développer la culture générale tous ensemble. Moi, pour le coup, j'apprends en même temps que vous, hein, enfin un peu avant vous, bien sûr. Et voilà, on essaye sur le plateau de donner des informations. Alors, est-ce que tout va bien? Très bien. Est-ce que vous allez bien, vous aussi, à la maison? Parfait. Eh bien, on peut démarrer dès à présent. Mesdames et messieurs, vous le savez, chaque émission démarre avec une destination qui fait rêver. Et là, c'est destination le Cap-Vert. Qui a déjà été au Cap-Vert? Et c'est comment? On en parle après. La vidéo. Mesdames et messieurs, on regarde la vidéo et puis on revient avec Giscard.
Welcome to Africa, welcome to Cap-Vert. Alors, je me retourne tout de suite vers vous, Giscard, avec le E. Vous avez démarré avec un E en mode, c'est pas terrible. Comment ça, après les images qu'on a vues, on a l'impression que c'est magnifique. Non, c'est magnifique. Ah, c'est voilà. magnifique. C'est voyage. top. C'est un très beau voyage, Vous une très belle recommandez. destination D'accord. que je recommande. Après, malheureusement, moi, j'ai joué mon touriste, donc j'ai pas vraiment visité l'intégralité. Mais rien que l'approche, on va dire l'ambiance, et même tout simplement l'atmosphère. On se sent tout de suite dépaysé, on voit vraiment, en plus surtout quand on vient d'Europe, la différence se Bien sent sûr. tout de suite. Et culturellement, on voit aussi qu'il y a une certaine proximité en fait qui apparaît. Mais moi, on va dire avec ma posture de touriste, c'était top. C'était top, exactement. C'est top, le Cap-Vert. Merci à l'Office du tourisme pour ces magnifiques images. Et voilà, on essaye de promouvoir le continent africain, magnifique continent à découvrir absolument. Alors bientôt, peut-être pourquoi pas un Diaspora Africa au Cap-Vert. Why not? Je veux bien être Franchement, invité. Avec plaisir. lunettes de soleil sur les belles plages. En plus, c'est une destination à la mode. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. J'espère que vous allez tous très bien. Le moment est arrivé. Donc, je vous laisse. Cette semaine, je vais être sympa. Vous préférez quoi? Une question quiz ou tout de suite avec l'invité? Quiz. Quiz. Ok. Vous voulez jouer. Et peut-être que la destination Cap-Vert sera pour le gagnant de ce jour. Ouais, peut-être. J'ai envie de jouer aujourd'hui. Alors, question. Quoi qu'il en soit, je sais que personne sur le plateau va trouver. J'en suis sûre. Le Gabon est mondialement connu des scientifiques pour abriter lequel de ces phénomènes naturels? Un réacteur nucléaire naturel datant de 2 milliards d'années, un volcan en éruption permanente produisant du soufre liquide, un lac dont la couleur change à chaque saison. A, B ou D? Réacteur, un volcan ou un lac dont la couleur change chaque année? Vous pouvez buzzer et tenter. Volcan. Faux. Non. C'est le lac qui change. Le lac. Faux. Vous avez perdu, quoi qu'il en soit. Ni le lac, il y avait trois là. Voilà, désolé. Et non, c'est un réacteur, mesdames et messieurs, un réacteur nucléaire ancien. Le sous-sol gabonais abrite à Oklo, donc les vestiges du seul réacteur naturel connu au monde. Au monde, exactement. Il s'est formé spontanément il y a environ 2 milliards d'années. Maintenant, vous le savez, mesdames et messieurs. C'est le seul au monde et c'est au Gabon. Voilà, mesdames et messieurs, on aime développer notre culture générale ici sur le plateau de Diaspora Africa. Allez, le moment est arrivé d'accueillir notre premier invité. Et oui, le sport s'invite sur le plateau. Alors, on accueille comme il se doit Giscard Samba. À la barre, s'il vous plaît. Giscard Samba, bienvenue à vous. C'est un plaisir encore une fois. Vous êtes une figure influente de l'athlétisme français. Alors, vous avez accompagné de nombreuses célébrités, de nombreux gagnants. Alors, vous êtes entraîneur à l'US Créteil, ici en région parisienne. Alors, comme je l'ai dit, vous avez accompagné donc le champion Dimitri Bascou. Vous avez aussi donc, champion de France 110 mètres haies. Et parmi les meilleurs chronos mondiaux, on tient à le dire ici sur le plateau, ou encore Adriana Lamal, équipe de France 100 mètres haies, etc., etc. Quoi qu'il en soit, vous allez nous en parler. Vous êtes un coach un peu pas comme les autres. C'est important de le dire ici sur le plateau. Il y a beaucoup d'athlètes qui décident de partir à l'étranger pour avoir peut-être une formation meilleure, qu'ils considèrent meilleure. Donc vous faites en sorte de leur donner ce qu'ils veulent, ce qu'ils doivent avoir pour performer ici en France. Alors on vous écoute. Quel coach êtes-vous ? Bon, on va dire, je suis plutôt un coach atypique et autodidacte, parce que je me suis un peu formé tout seul au regard de mes observations, parce que il y a toujours pareil, hein, quand on fait une pratique, on s'interroge sur pourquoi on fait ça, pourquoi on atteint tel niveau, et lorsqu'on observe autour de nous des athlètes qui sont en difficulté, on ne comprend pas pourquoi ils n'arrivent pas, ou du moins on n'arrive pas à leur apporter des solutions. C'est ce qui a un peu fait émerger ma réflexion et qui m'a conduit, moi, à essayer de comprendre les mécanismes ou les raisons ou les outils, essayer d'apporter des outils permettant aux gens de pouvoir s'exprimer pleinement. Et donc, dans mon approche, moi, j'essaie plutôt de développer une approche humaine et complète de l'entraînement qui va développer à la fois, on va dire, le mental, gérer la gestion du mental, des émotions et aussi
tout simplement des valeurs. Et l'idée, en fait, c'était vraiment de faire en sorte que l'athlète soit accompli, pas seulement pour être performant, mais d'une manière entière. Et en fait, en étant accompli entièrement, il devient performant. C'est-à-dire, généralement, nous, en Afrique, ce sont très humains, c'est dans la parole, dans l'échange, on met rarement quelqu'un de côté. Les vieux, ils vivent avec la famille. C'est pas, bon, quand tu arrives en Europe, tu découvres qu'il y a les maisons de retraite qui existent. Donc, en fait, ce côté où tu parles avec quelqu'un, tu n'as jamais le problème d'aller voir le psy ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que certains athlètes et sportifs, ils ont besoin juste d'être écoutés. Donc pour vous, le mental est primordial pour réussir une carrière sportive, passe même avant les capacités, les capacités physiques. Ben, on va dire que les deux se valent, mais je vais te dire que les deux s'accompagnent. Parce que c'est pour ça qu'ici on a souvent le phénomène du burn-out en fait. Parce que le mental est souvent négligé. Tout le monde oublie la force du mental dans tout simplement l'utilisation de ses qualités physiques. Et si à un moment donné on veut exceller quelque part, il faut qu'on connaisse sa propre maison pour savoir quels sont les outils, on va employer ce mot-là, mais les armes que nous avons pour pouvoir ensuite les utiliser. Et le fait de travailler à la fois mentalement et émotionnellement, bien sûr, et ça forcément permet de créer en fait quelqu'un qui connaît ses forces, exactement, qui peut gérer ses émotions et qui connaît ses valeurs sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir être tout simplement le plus performant possible au moment où il est en difficulté. Aujourd'hui, comment vous positionnez l'athlétisme français au niveau mondial? Au niveau mondial, on a des belles pépites, mais on n'a pas encore cette valeur d'ensemble qui nous met un peu au niveau du rayonnement des pays comme les États-Unis, les Jamaïques et autres. Et pourtant, on a de la valeur. Parce qu'il y a quand même on va revenir là-dessus, une grosse diaspora qui est ici et il y a beaucoup d'athlètes de qualité. On a un peu de tout en fait ici. On a des athlètes entre guillemets entiers qui sont bons. Mais on a des athlètes d'origine africaine certains ont grandi ici, d'autres sont nés, ils sont arrivés ici. Moi, j'en ai plusieurs dans mon groupe qui sont très bons. J'en ai un qui était médaillé. Mais qu'est-ce qui leur manque finalement pour performer? Qu'est-ce qui leur manque pour devenir les Usain Bolt à la française, par exemple? On va revenir sur un truc que beaucoup disent, mais que beaucoup ne veulent pas accepter. On n'est pas un pays très, très sportif. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ça veut dire comment on accompagne le sport dans son ensemble. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir des constructions ou des trajets personnels pour arriver. Moi, j'ai un athlète, je vais prendre cet exemple-là, Aurel Manga. Aujourd'hui, on va dire, construit énormément de choses ensemble. Il a été finaliste olympique, il est médaillé mondial dessus, donc ce n'est pas que médaillé français, il est médaillé mondial, européen, bref, il a vraiment un palmarès international qui existe. Et pourtant, il est aussi ingénieur. Mais ça a été construit pour avoir cette scolarité, ce fonctionnement-là. Ce n'était pas évident parce qu'on n'a pas toujours toutes les prises si vous n'êtes pas dans une certaine identification immédiate du circuit général ou comment ça fonctionne, vous n'avez pas toujours les D'accord, donc d'après éléments. ce que je comprends, c'est que ici, en tout cas en France, on dit souvent que c'est pas, en tout cas on a beaucoup parlé pendant les JO, que c'est pas un pays de sport, hein, ça a été beaucoup commenté, parce que comparativement aux États-Unis, il y a des infrastructures, il y a un encadrement. Les gens n'ont pas forcément besoin de travailler, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup d'athlètes, malheureusement, qui sont obligés de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce que malheureusement ils ne sont pas entourés pour pouvoir juste se concentrer sur leur activité sportive. Oui, il y a de ça. En fait, c'est exactement ça. C'est comment vous arrivez à allier votre équilibre psychologique, parce que quand vous avez besoin de chercher comment manger ou comment survivre ou comment dormir ou comment ceci, psychologiquement, c'est une charge mentale qui est très importante. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, la réalité qui se pose, c'est pas est-ce qu'on a des infrastructures qui vont bien? On les a. Est-ce qu'on a des compétences? On en a. Est-ce qu'on on a les moyens? On les a. Maintenant, j'ai envie de dire... Une volonté politique, c'est quoi? Une volonté à savoir, il faut que l'État se dise OK. Le meilleur exemple que je vais donner, il a eu les Jeux Olympiques en France. Une réussite française dans le sens où on a eu le classement des médailles, on va dire dans le classement international des médailles, on a visé quelque chose, on était dans les 5 meilleurs, donc on est vraiment monté dans le classement des médailles. Donc en gros là, le lien, vous le faites, on l'a clairement vu, argent, investissement égale performance. Investissement, oui, égale performance, on va dire investissement égale sérénité. Sérénité égale tout simplement égale disponibilité, disponibilité égale performance. Parce que la particularité, c'est un peu ça, c'est qu'ils ont réduit les budgets du sport, alors qu'avant les Jeux, ça prônait d'augmenter, de pouvoir accompagner le sport. Une fois que les Jeux sont passés, on est revenu à l'habitude. Bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui sont finalement les pépites françaises en athlétisme? Il y en a énormément. Après, il y en a certains qui ne sont pas très connus.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une particularité en fait en France, je ne vais pas me faire d'amis, c'est qu'on a toujours l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire on va miser sur un athlète qui est doué, mais ça va être un peu au détriment des autres qui sont très bons aussi et qui ont besoin d'une certaine, juste un petit coup de pouce pour pouvoir aussi exceller. Et en fait, moi j'ai une expression que j'emploie souvent, on oublie souvent que sur un podium il y a 3 places. Donc quand vous poussez juste un bonhomme, mais vous oubliez que vous avez encore 2 autres places à prendre. Donc comment on fait pour arriver à tout simplement, on va dire, à accompagner. Nous ce sont des noms que nous souhaitons, des noms, monsieur. C'est-à-dire que là, il va y avoir forcément des échéances sportives. Qui arrivent. Alors, qui va monter, qui est susceptible de monter sur le podium? Sur le podium, on a juste Oumaté, un jeune qui est très doué, qui a des origines congolaises, entre autres, au passage, qui est très bon. Il y a des jeunes qui arrivent, qui sont Aurel qui est encore là. Après, en France, on a le Sacha Zoya que tout le monde met énormément en avant, qui est très bon aussi, effectivement. Et il y a d'autres jeunes qui, effectivement, les nommer individuellement, c'est un peu, pourquoi je ne vais pas dans ce sens-là, c'est un peu exclure aux autres la possibilité de rêver. Bien sûr. Et malheureusement, on oublie qu'en fait, c'est lorsque l'on sait que ce n'est pas impossible qu'on devient meilleur. Et nous, quand on bride en disant, lui, il va y aller, pas toi, ben, en fait, on dit aux autres, c'est impossible pour toi. Et c'est pas bon. Et c'est pas la valeur que je partage. Bien sûr, coach, parce que là, on voit les images et on voit que vous avez parlé beaucoup de mental et on voit qu'il y a différents athlètes. Ouais. Est-ce que vous devez vous adapter à chaque athlète qui a une différente mentalité ou c'est un entraînement collectif? C'est une obligation. Ce sont des individus. En fait, faut pas oublier que chacun a sa singularité. Et ce qui va intéresser pour pouvoir permettre à quelqu'un, c'est pour ça que je découpais en fait en plusieurs approches. Quand je parlais de mental, je parlais d'émotionnel. Et en fait, derrière, chaque personne a une histoire propre. Bien sûr. Et son histoire propre va énormément imprégner sa capacité à utiliser ses qualités. Et tout ça s'explique par votre longue carrière. Vous avez commencé dès l'âge de 16 ans, vous l'avez dit, autodidacte, donc dès l'âge de 16 ans. Vous avez contribué à l'émergence de plusieurs champions donc français, notamment en les accompagnant vers des records nationaux et des podiums internationaux, j'insiste dessus. Et en 2013, monsieur a été nommé donc, technicien de l'année par la Fédération française d'athlétisme, rien que ça. Alors, pour les téléspectateurs, on va parler, et pour finir, de l'Afrique, du continent africain, parce que malheureusement, on essaie, il y a quelques personnes qui sortent, en tout cas dans l'athlétisme, il y a quand même pas mal de personnalités qui sortent, mais on peut faire mieux sur le continent africain. Alors, quels sont les conseils? Pourquoi on ne performe pas sur le continent africain? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place? Qu'est-ce que vous proposez? Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais essayer de faire très succinct. Les infrastructures, elles sont orientées sur certaines zones. Par exemple, à un moment donné, on avait le centre de Dakar, qui était intéressant, qui pouvait accueillir des athlètes en athlétisme, mais le centre de Dakar, comme son indique, il est à Dakar, il n'est pas ouvert à tous les autres pays, du moins, tout le monde n'aura pas la même facilité et la possibilité d'y aller. Vous regardez l'Afrique du Sud, avec leur mixage dessus, ils ont une structure qui fonctionne très bien, et on voit les athlètes émerger d'Afrique du Sud. Donc, on voit bien que les structurations, si on crée des pôles, ou des académies, ou des endroits où on peut avoir une connaissance, ou du moins une ressource, ça va stimuler les gens à pouvoir être meilleurs et surtout à mieux apprendre. Parce que certains, ça peut être l'alimentation, comment on les accompagne là-dessus, comment on arrive à mieux choisir ce que nous avons, parce qu'on a une terre très riche, et comment on choisit ce qu'on a déjà de très bien pour les optimiser dans le sport, comment on éduque un peu les gens pour mieux gérer leur sommeil, leur fatigue, comment on arrive à optimiser pour qu'ils travaillent musculairement, même naturellement. En fait, c'est comment on structure, on crée une structure à un endroit qui permet d'être une ressource à tout le monde, un peu comme était, on va dire, la bibliothèque d'Alexandrie en Afrique. C'est-à-dire, tout le monde venait s'abreuver dessus, et quand ça gênait tout le monde, on l'a fait exploser, quoi. Je ne vais pas entrer dans les détails, désolé, mais c'est un peu ça. Il faut qu'on arrive à créer un endroit ressource où les gens n'ont plus besoin de se dire, si je ne viens pas en Europe, je ne peux pas avancer. Et moi, je reçois beaucoup de mails qui me disent, frère, je veux venir, je peux m'entraîner ou tu peux me rattacher. Bien sûr que j'ai envie de le faire, mais je ne peux pas le faire avec tout le monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, on prend bien conscience que les gens, pour qu'ils aient cette demande de s'éloigner, pour rester dans leur passion, c'est que l'endroit usant, ils ne trouvent pas la ressource pour pouvoir continuer à développer. Donc, en tout cas, le message est passé. J'espère qu'on nous a bien entendu, bien écouté, surtout vous. C'était un plaisir de vous avoir avec nous.
cher Giscard Samba, quoi qu'il en soit, vous restez avec nous, je vous en prie. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces porteurs de projets, ces profils qu'il faut absolument découvrir. Voilà, allez, on poursuit cette émission avec vous, monsieur Baba Deme. Oui, alors vous êtes là parce qu'on va continuer à faire briller donc, ces profils qu'il faut absolument découvrir. Et là, c'est destination le Cameroun avec le docteur Happy. Allez. Alors oui, aujourd'hui, je vous propose donc malheureusement une figure majeure, trop méconnue pour la science africaine. Donc Christian Happy, il dirige aujourd'hui le centre génomique des maladies infectieuses au Nigeria et c'est un laboratoire de pointe qui lutte contre les épidémies sur le continent. Alors son parcours est tout simplement inspirant et c'est surtout son état d'esprit pour l'Afrique. Marqué dès l'enfance par le paludisme, il s'est promis de trouver des solutions pour que les maladies qui frappent l'Afrique ne soient plus une fatalité. Après des études brillantes au Cameroun, au Nigeria et à Harvard, il revient sur le continent avec une conviction forte. L'Afrique doit produire sa propre science, former ses propres chercheurs et développer des solutions adaptées à ces réalités. Et c'est ainsi qu'il revient au Nigeria et il a été un acteur clé majeur dans la gestion des crises sanitaires majeures. Alors imaginez, en 2014, c'est son laboratoire qui confirme le premier cas d'Ebola au Nigeria, permettant une réaction rapide et efficace qui sauvera des milliers de vies. Pendant la pandémie du Covid, il est le premier à séquencer le virus SARS-CoV-2 en Afrique de l'Ouest et en seulement 48 heures. Et il développe des tests rapides pour détecter Ebola et la fièvre de Lassa. Christian Happy va beaucoup plus loin. Il milite pour l'autonomie scientifique de l'Afrique. Il a formé déjà plus de 2000 jeunes chercheurs venus de 53 pays africains parce qu'il insiste vraiment sur l'ensemble de l'Afrique. Il transmet son savoir et sa passion et est convaincu que l'avenir du continent passe par l'innovation et la recherche. Alors pour le professeur Happy, la richesse de l'Afrique ne se limite pas, et ce sont ses propres mots, à ses ressources naturelles. Il dit qu'il réside aussi dans ses talents, sa biodiversité et sa capacité à transformer des défis en opportunités. Son combat, c'est celui d'une Afrique qui soigne, innove et protège le monde entier contre les menaces infectieuses. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment le mettre en l'honneur sur Diaspora Africa dans Ils font l'Afrique. Merci beaucoup, Baba Deme, on vous applaudit. Évidemment, il le mérite amplement et pour le coup, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez c'est-à-dire créer des centres, des pôles d'excellence où finalement on peut partager, transmettre l'information, et les compétences qui existent en fait, qui ne sont juste pas identifiées. Parce que certaines personnes ont des compétences, mais pour eux, ils ne sont pas conscients qu'ils ont des compétences. Puisque, en fait, la valeur ou l'échelle sur laquelle on identifie la compétence n'est pas celle qui est locale. Exactement. Donc, eux, ils vont se référer à celle qui n'est pas la leur. Et surtout le partage de connaissances, d'informations, et c'est très, très important. Merci à vous, docteur Happy, et merci, Baba, pour cette mise en exergue. Mesdames et messieurs, on continue cette émission avec un tour d'Afrique. Et oui, on voyage ici sur Diaspora Africa, et là, c'est destination le Gabon. Et oui, on peut se soigner avec des plantes ancestrales. Oui, c'est possible. Allez, on regarde et puis on revient. Remède ancestral des peuples de la forêt équatoriale, plantes sacrées et psychotropes utilisées pour guérir les addictions, au Gabon, des acteurs locaux tentent de valoriser cette ressource végétale convoitée à l'international. J'ai découvert qu'il y avait réellement une richesse, une organisation qui échappe à beaucoup de personnes et que derrière il y avait vraiment un levier et un potentiel pour développer notre économie, notre société et le pays tout entier. Donc l'iboga aujourd'hui, si je me suis intéressé, c'est d'abord parce que c'est une plante qui a de multiples vertus, tant sur le plan spirituel et traditionnel que sur le plan médical. On a fait un rituel avant de le prendre, parce que le bois sacré, on dit bien arbre sacré, bois sacré, donc c'est sacré. Donc avant de prendre ses racines et ses écorces, il faut faire des rituels. Parce que sans ça, la plante ne va pas trop avoir la puissance qu'il faut. Parce que pour la prendre, il faut la prier.
tu demandes, est-ce que quand je te prends là, tu vas m'amener dans une bonne route et tout et tout. Voilà. Je vois que les ancêtres ont toujours laissé ce petit rituel-là avant de le prendre, avant de le consommer, avant de le piler. C'est un modèle que nous voulons vendre pour l'étendue du territoire gabonais. C'est-à-dire profiter de notre savoir et l'adapter tout simplement aux contraintes modernes. Voilà, de retour sur le plateau de Diaspora Africa. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie, bien sûr, de Giscard Samba ainsi que Ibrahima Badi, qu'on va accueillir dès à présent, si vous le souhaitez bien, ici à la barre. On veut savoir ce qu'il organise. Ibrahima Badi, bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes donc un entrepreneur originaire du Sénégal, vous êtes président fondateur de IBC SICA, donc International Business Conseil Invest. Vous venez ici pour faire la promotion notamment d'un événement, donc Link Collectivité Territoriale Française et Sénégalaise qui aura lieu le 31 mai prochain. Donc bienvenue encore une fois à vous. Donc vous œuvrez dans l'économie sociale et solidaire au Sénégal, mais aussi au sein de la diaspora africaine. Et donc votre objectif, c'est vraiment de développer une économie inclusive fondée sur les valeurs africaines de partage, d'entraide et de responsabilité. Et ça, c'est très important et ça fait la différence. Alors je vous laisse rapidement vous présenter à nos téléspectateurs. Avant de développer déjà, je dis un grand merci à Diaspora Africa. L'année passée, on avait initié le forum au 16e arrondissement. Et comment ça s'est passé Destination, voilà, ça s'est très bien passé. Destination Sénégal, on avait vraiment un public intéressant et il y a eu des retombées parce que nous, après chaque événement, il y a une évolution, un suivi des retombées. Et avec ce forum, j'avoue que quand même, on a réussi un grand projet. Donc c'est l'installation d'une structure qui est basée ici en France, créée par la diaspora africaine, qui évolue dans tout ce qui est technologie et aussi la création de matériel informatique. La structure s'appelle BN2 Smart et qui a créé sa société au Sénégal pour vraiment répondre aux besoins de la technologie. Donc ça fait partie des retombées du forum organisé le 16 janvier à Paris 16e arrondissement. IBC, c'est une association qui fait la promotion de l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi tout ce qui est formation, encadrement et aussi de trouver des opportunités pour les entrepreneurs. Il ne faut pas former pour former, encadrer pour encadrer, mais il faut une suite logique. Bien sûr. Et là, c'est très important. Ça fait en gros, il faut répondre aux besoins et non, comme vous le dites, former pour former. Malheureusement, ça a été trop le cas pendant trop longtemps. Exactement, voilà. L'association est présente ici à Paris, en Allemagne, en Italie, en Belgique, Luxembourg, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et avec tous ces réseaux-là, on essaie d'identifier quand même les besoins et de répondre quand même aux besoins prioritaires des entrepreneurs locaux. Et la stratégie aussi, c'est d'essayer de mettre le link. C'est pourquoi on parle de link. Tous les réseaux maintenant dans ce monde qu'on a. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis entrepreneur, je suis basé à Paris, je suis entrepreneur, je suis basé, je ne sais pas, à Abidjan ou à Bamako ou à Dakar. Qu'est-ce que, sur le terrain, vous proposez concrètement? Ok, je peux donner par exemple des cas factuels, parce qu'il y a un entrepreneur qui est au Sénégal qui évolue dans la filière de fraises. Lui, avec IBC, en fait, un entrepreneur, comme on le dit, c'est quelqu'un qui transforme, qui a une idée, qui innove, qui propose, contrairement à un businessman qui est là pour saisir une opportunité. Donc lui, avec la filière fraise, il fait toute la transformation de la chaîne de valeur. Donc en confiture, jus et même des bonbons de fraises. Voilà. Lui, en fait, il avait un souci. Son souci, c'est de découler le produit et de trouver aussi un partenaire financier pour quand même accélérer, pour accroître quand même son business plan. Et là, on fait une identification au niveau, par exemple, de la France. S'il y a un entrepreneur
qui est intéressé, par exemple, dans l'agrobusiness et dans la filière fraise, on les met en relation. Et là, on parle de complémentarité, pas de concurrence. Donc voilà. Très important et vraiment j'aime ça et on aime ça ici sur le plateau. C'est important, c'est-à-dire que finalement c'est ensemble que les choses vont plus vite. Comme on dit, ramasser un caillou avec un seul doigt, c'est plus compliqué qu'avec l'ensemble de la main. Donc effectivement, c'est très concret. On va revenir sur le salon que vous allez organiser ou que vous avez organisé donc, concernant les collectivités territoriales françaises et sénégalaises. En quoi ça va consister ce link que vous souhaitez mettre en place? Ce link, c'est toujours de répondre aussi aux besoins des acteurs locaux, parce que quand on parle de développement, c'est au niveau local. Parce que localement, les collectivités territoriales sénégalaises ont des difficultés. Ces difficultés sont les suivantes, donc tout ce qui touche l'assainissement, l'eau, la santé, et même des projets de développement communautaire. Et pour faire face à ces situations, l'idée est de les mettre en relation avec ces collectivités territoriales françaises et aussi des structures d'accompagnement qui sont dans tout ce qui est PPP, partenariat privé-public. Comme je peux citer comme public, je peux citer le Conseil français des investissements en Afrique et il y a Diamant Funding aussi, qui sont spécialisés pour l'accompagnement des collectivités territoriales. Et ces accompagnements auront un impact significatif dans la vie communautaire, dans la vie locale et touchant aussi les entrepreneurs. Donc c'est pourquoi on a initié ce forum avec des tables rondes. Ensemble, ils vont discuter. Ensemble, c'est-à-dire Ensemble, c'est-à-dire là on parle de collectivités territoriales, par exemple des mairies avec des mairies sénégalaises, en face d'elles aura des mairies françaises, c'est bien ça, c'est-à-dire que l'objectif c'est de créer ce lien, ce link entre deux collectivités qui vont pouvoir travailler en fonction de leurs besoins, c'est ça que vous voulez mettre en place? Oui, c'est ça, il y a aussi d'autres acteurs, les acteurs ce sont les structures d'accompagnement, comme ce que je viens de citer tout à l'heure, comme public, il y a aussi même des acteurs, il y a même des investisseurs de la diaspora aussi. Parce que voilà, c'est ouvert aux collectivités territoriales, mais aussi aux éventuels investisseurs et les structures d'accompagnement. Ensemble, ils vont discuter quand même sur un cahier des charges. Déjà, on a exigé quand même la présentation du plan de développement local des collectivités territoriales sénégalaises pour qu'au moins leur homologue français puisse savoir vraiment quels sont les projets prioritaires à financer. En gros, vous faites un audit. Vous prenez une ville, par exemple, qui se trouve au Sénégal. Vous faites un audit des besoins donc, de cette ville-là. Et ensuite, en ayant les besoins, eh bien, on peut savoir qui peut éventuellement travailler, qui peut répondre aux besoins de cette collectivité locale, par exemple. Ça peut être un investisseur privé, ça peut être un incubateur, ça peut être une ville, etc., etc. Très intéressant, bien sûr. Et je pense que les mairies, les maires sont en demande de ce type de partenariat au lieu d'attendre tout de l'État, de l'autorité du pays. Exactement, parce que le message a été clair, parce que moi j'étais au Sénégal, comme j'ai fait le terrain, j'ai travaillé avec les différentes mairies, avec leurs techniciens pour leur expliquer comment ça se passe ici. Déjà, il faut proposer de très bons dossiers. C'est très important, recenser les projets prioritaires, clairs et précis, et maintenant d'arrêter quand même certaines demandes, des dons, ambulances, bien tout ça. Venez vendre votre destination, parce que l'Afrique a des opportunités. Donc voilà, maintenant on n'est plus à l'ère, voilà, donne-moi ça, je veux ça, le social. Il faut arrêter voilà, cette idéologie, montrer que voilà, l'Afrique a des opportunités et tout, vous pouvez venir investir. Encourager voilà, les investisseurs, parce que les moyens sont là, mais parfois les investisseurs ils ne sont pas du tout parfois rassurés avec tout ce qui se passe en Afrique. Et là, le message est bien passé. Aussi, les investisseurs qui sont ici, aussi, tout ce qui est structure, on les a expliqués. On a fait des séances de travail pour expliquer, voilà, investissez. À un moment donné. Comment investir, avec qui investir, dans quel état d'esprit, parce que c'est des deux côtés, les deux doivent s'adapter, aussi bien les receveurs que les donneurs et vice-versa. Donc c'est très important. Exactement, le message c'est clair, mais comme vous le savez, voilà, avec la situation actuelle, France, Afrique, tout ça, Sénégal, on les a expliqué. En fait, je parle du Sénégal, mais je parle de l'Afrique. En fait, nous les Africains, nous les Sénégalais, on n'a pas de problème entre les Français, il n'y a aucun souci. C'est juste il y a des sujets
politique. Et quand la politique entre dans la vie économique quelque part, ça devient compliqué. Et quoi qu'il en soit, il ne faut pas tout mélanger. Il y a le business et il y a la politique, on est d'accord. Voilà, il y a entrepreneurs, il y a activité économique et il y a aussi des raisons politiques. Et là aussi, nous lançons un appel à nos gouvernements quand même de s'asseoir pour c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Europe qui gagne, c'est le Sénégal qui gagne, c'est la France qui gagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ibrahima Badi. On va vous suivre de très près. Bravo pour cette belle initiative. Je vous en prie, vous pouvez aller vous asseoir. Mesdames et messieurs, encore une fois, vous êtes sur Diaspora Africa. On essaye de mettre en avant ces porteurs de projets, ces projets, ces initiatives. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez donc, aussi bien avoir les informations de M. Ibrahima Badi ou bien sûr de notre coach Giscard Samba. Eh bien n'hésitez pas, on fera le link, encore une fois, pour un petit clin d'œil à votre événement. Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec l'agenda des diasporas. Comme vous le savez, chaque semaine, on essaie de promouvoir les événements qui ont lieu aussi bien ici en France, en Europe, mais aussi sur le continent africain. Allez, je vous propose de regarder et de revenir juste après. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Cette émission, c'est vraiment la vôtre. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers, vos événements. Ici, on diffuse. Allez, mesdames et messieurs, je vous propose de faire une courte pause avec nos invités. On va faire une petite séance de sport avec notre coach et voilà, quelques informations avec Ibrahima. Et puis, on revient en pleine forme dans l'émission Diaspora Africa. Allez, à tout de suite. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Monnaie Europe. Mesdames et messieurs, sur le plateau de Diaspora Africa, j'espère que vous allez bien. Nous sommes entourés de nos invités du jour, à savoir Monsieur Giscard Samba, donc une figure influente de l'athlétisme français qui est avec nous. Encore une fois, bienvenue. Il a accompagné de nombreuses célébrités, de nombreux champions. Et nous avons Ibrahima Badi qui vient ici nous parler de son fameux salon qui fait le lien entre le continent africain et l'Occident et l'Europe, et notamment la France, pour tout simplement faire du bon business, du business qui rapporte des deux côtés, pour les deux côtés en tout cas. Voilà, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir également. Et bien sûr, vous avez Babadem ainsi que vous, Mister L. On va vous donner la parole dans un instant avec Us et coutumes d'Afrique. Mais je tiens à dire à nos invités qu'à la fin, il y a un certain Steve du Cameroun qui pose une question et qu'on va débattre ici sur le plateau de Diaspora Africa. On finit toujours en beauté. Mais tout de suite, place à notre pitch du jour. Comme je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, quand on n'a pas la possibilité de venir ici sur le plateau, c'est nous qui allons vous chercher. Et là, nous allons avec une athlète, aussi une joueuse professionnelle de football, devenue coach. Elle s'appelle Arnelia Kutupo. Allez, on regarde. Moi, c'est Arnelia.
Armila Koutoupou. Je suis ancienne sportive de haut niveau, donc j'ai été footballeuse professionnelle. J'ai joué 17 saisons au haut niveau et désormais ma reconversion, je suis coach sportif. Donc je suis coach sportif à domicile et je suis aussi en parallèle préparateur physique d'une équipe de football. Et du coup, en plus de mon projet de coach sportif à domicile et de préparatrice physique, j'ai lancé un tout nouveau projet. Un projet de coaching à distance, c'est-à-dire que c'est des clients que j'ai qui sont dans d'autres pays, dans d'autres villes, donc où je ne me déplace pas, et du coup que j'aide et que je coach, si vous voulez, via une application de coaching. Donc c'est un programme qui s'appelle Home Express. C'est un programme de sport fait pour des femmes à domicile, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de s'inscrire à une salle de sport, d'aller en salle de sport. Le programme est fait pour rester chez soi, donc il est vraiment à domicile. Il n'y a pas besoin de matériel, vraiment zéro matériel. Moi, je m'adapte avec le matériel de la maison. La séance de sport dure 30 minutes. Ce n'est pas plus de 30 minutes. C'est vraiment du rapide pour brûler un maximum de calories. C'est un projet qui me tient à cœur. Je suis en train de vraiment me concentrer sur ça. Et je commence déjà à aider pas mal de personnes. Donc voilà, je vous mets mes réseaux qui sont là. Et si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message sur Instagram ou sur Facebook et feu, je commence votre transformation. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup. Donc pour le coup, je vais vous donner la parole à vous. Giscard, vous en pensez quoi? Vous êtes coach. Est-ce que le coaching à distance, c'est quelque chose qui fonctionne, qui peut fonctionner? C'est quelque chose qui se développe énormément parce que ça permet à certains coachs, entre guillemets, d'élargir leur base clientèle et de pouvoir élargir aussi leur retour financier, parce que c'est un peu quand même l'idée. C'est plus tu en as, plus tu fais rentrer. Après, moi, effectivement, j'encourage parce que je lui souhaite de pouvoir avoir une base solide qui lui permette ensuite de pouvoir développer sa structure et peut-être créer une structure qui lui permet ensuite de recevoir en physiquement. L'idée, c'est d'avoir un hameçonnage qui te permet de te faire connaître, mais ça veut dire que ça demande une vraie précision, une vraie rigueur, un vrai professionnalisme et surtout un suivi très très rigoureux parce que les gens à distance, vous ne les voyez pas, vous les écarts, vous ne pouvez pas les identifier, les difficultés émotionnelles parce qu'elle a une journée chargée autre au travail, ça se passe mal ou quoi que ce soit, on revient sur la phase mentale entre guillemets et là ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, exactement, et on l'encourage aussi. L'expérience va lui donner les retours nécessaires pour ajuster. Merci. On l'encourage fortement. Merci beaucoup à vous. Alors, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Et là, c'est un peu de coutume, d'us qu'on va découvrir avec notre cher Mr. L. Et là, c'est destination, donc le Nigeria. C'est bien ça? Exactement. Allez, c'est parti pour le Nigeria, mesdames et messieurs. Oui, alors on va dans le sud-ouest du Nigeria, dans une ville qui s'appelle Igbora et qui est considérée comme la capitale des jumeaux dans le monde. D'accord. C'est-à-dire, pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, la jumellité dans le monde, les statistiques, c'est 1,2%. À Igbora, c'est 5%. Ah oui, c'est énorme. Ah oui. C'est 5%, c'est énorme. Et on n'arrive pas à savoir exactement d'où ça vient. Il y en a plein. Alors, il y a des études qui ont été faites. On a regardé. Il y en a qui disent que c'est parce qu'ils mangent des feuilles de gombo. D'autres qui disent parce qu'ils mangent de la soupe. Il y a une soupe à base d'igname et de farine de manioc. Alors, en fait, la tradition, c'est qu'on pense qu'ils ont été envoyés par un dieu qui s'appelle Shango, qui est le dieu du tonnerre. Okay. C'est des êtres mystiques puissants, donc ils apportent prospérité, bénédiction, protection, etc. Et donc ils sont fêtés tous les ans autour du mois d'octobre. La dernière édition c'était le 12 octobre là. Et en fait c'est une ville qui est basée à 100 km de Lagos, juste pour situer un petit peu. Et en fait on les célèbre on les appelle les Ibeji, qui veut dire né d'eux. Et en fait, d'avance, quel que soit le sexe, ils ont le même prénom. Hein. Ah. Quel que soit le sexe. C'est compliqué, ça. Voilà.
Le premier s'appelle Taiwo, ça veut dire celui qui goûte au monde. Et le deuxième s'appelle Keinde, celui qui arrive après. Donc en fait, que ce soit une fille ou un garçon. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y en a plein des Tao voilà. et des Keinde. Et en fait, ils sont fêtés. Il y a le roi des Yoruba qui vient, qui s'appelle d'ailleurs, vous allez deviner, il s'appelle Oba Keinde. Donc il était premier ou deuxième? Deuxième. Voilà. Donc lui-même est jumeau, marié à une jumelle, et ils ont des jumeaux. Ah ouais. Donc en fait, bon, alors il y a des danses, etc. Et puis il y a un défilé de mode où ils sont, un défilé en habits traditionnels, où ils sont habillés bien évidemment à l'identique. Et toutes les femmes qui ont des jumeaux se voient, par exemple quand ils sont petits, je parle, se voient offrir des cadeaux, se voient offrir de l'argent, le taxi par exemple offre la course, etc. Donc on les célèbre tous les ans et c'est vrai que c'était une particularité que je voulais faire connaître à notre public. Avec grand plaisir, franchement Voilà. On n'a pas encore trouvé l'explication jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, on cherche, on continue à chercher. Il y a 4 fois plus de jumeaux qu'ailleurs. Qu'ailleurs. C'est énorme, c'est énorme. Ibrahim Abadi, vous connaissiez ou pas? Non, c'est une découverte. C'est une découverte. Au Sénégal, il y a beaucoup de jumeaux? Oui, effectivement, il y a beaucoup de jumeaux au Sénégal. Mais pas autant. Pas autant, non. Merci beaucoup, Mr. L. En tout cas, belle découverte. Si vous souhaitez avoir des jumeaux ou des jumelles, mesdames et messieurs, vous savez quoi faire. Prendre vos bagages, vos valises et aller où? Ingboora au Nigeria. Ouais. C'est ça, nous avons au moins la destination où aller. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Je vous propose de faire un dernier quiz, parce que le voyage au Cap-Vert n'a pas encore été gagné. Alors, question. Mesdames et messieurs, vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Environ quelle proportion du territoire gabonais est recouvert de forêt? La proportion? Oui, donc c'est un taux. À combien de pourcents? 85%, 50%, 20% ou 5%? Je pense 85? Ouais. Ah non, allez-y. Je me suis trompé. 20%. Et non, grand écart. Vous avez raison, Mister L. Vous avez raison. J'ai été. Vous avez été au Gabon? J'étais au Gabon, j'étais dans la forêt et tout. Oui, c'est magnifique, exactement. C'est encore bien conservé et tout. C'est encore bien conservé. Environ 85% du Gabon est boisé. Donc, waouh. Donc, ça en fait un des pays les plus boisés au monde. Et elle est recouverte de forêts tropicales très, très denses. On retrouve à peu près 13 grands parcs donc, au Gabon. Ils essaient de préserver donc, cette nature et c'est très, très important. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, Mister L. Alors, nous sommes au terme de cette émission, mesdames et messieurs. Et peut-être que je vais vous donner peut-être 30 secondes à chacun. Vous avez la caméra juste là. Vous pouvez dire quelques mots aux téléspectateurs qui nous regardent ici en Europe, mais aussi sur le continent africain et surtout sur le continent africain. Donc, on va commencer par vous, Ibrahim Badi. Donc, vous avez 30 secondes. Maximum. OK, merci. Donc, moi, je parlais par rapport aux opportunités qui se trouvent en Afrique et de demander aux entrepreneurs de croire à leur projet entrepreneurial. Et on constate quand même l'échec est une fatalité. Ça devient même culturel au niveau des entrepreneurs africains. Mais l'idée est d'avancer parce que l'échec est une expérience et ça vous permet quand même de maîtriser votre sujet. Et l'association internationale Business Conseil est ouverte à tous les entrepreneurs africains d'ici et d'ailleurs pour la promotion de l'économie sociale et solidaire et aussi le développement de notre chère Afrique. Je vais vous rejoindre. Merci. Je vais vous rejoindre. Avec plaisir. Merci. On continue avec vous, Monsieur Samba. Je vais aller presque dans le même sens, en fait, tout simplement parce que ce que je dirais plutôt, c'est d'encourager les gens à oser. Ne pas attendre de se connaître pour faire pour connaître. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, dans tous les domaines, parce que nous, on parle de sport, mais en fait, le sport, c'est une école de vie. Ça nous permet juste de conscientiser nos capacités qu'on va utiliser aussi dans d'autres domaines qu'on va rencontrer dans la vie, dans les projets. On peut rejoindre, en fait, c'est vraiment l'école de la vie. Moi, je suis sur une discipline qu'on appelle le 110 mètres S. 110 mètres S, vous savez où vous partez, vous avez une idée d'où vous voulez arriver. Au milieu, c'est jonché d'obstacles. C'est comment vous allez faire pour arriver à ne pas subir ces obstacles-là pour arriver au bout. L'idée, c'est un peu vraiment l'idée de la vie. C'est la vie, exactement. Voilà. Et donc, l'idée que je dirais aux gens, c'est croire en eux déjà, c'est la première des choses, parce que si vous n'y croyez pas, vous n'osez pas.
et oser faire les choses. Et comme on le dit, en fait, effectivement, l'échec, pour moi, est une opportunité. Moi, je dis toujours, en fait, j'emploie jamais le mot échec ou défaite ou négatif. C'est pour ça, dans le mental, je parle de mot opportunité. Opportunité d'apprendre sur toi, opportunité d'apprendre sur le domaine dans lequel tu t'exposes, opportunité d'apprendre sur les ressources qui sont les tiennes et les ressources que tu peux utiliser. Et si tu ne te confrontes pas à ça, tu n'as pas de réponse. En tout cas, le message est très clair. Merci beaucoup, Monsieur Samba. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission et on va donner la parole à Steve. Alors, Steve nous écrit du Cameroun. Alors, diaspora africaine, moteur de développement ou élite déconnectée. Pour le coup, ça va vous parler forcément. Alors, vous en pensez quoi? Je vous donne la parole à vous tout de suite, Ibrahima Badji. Donc, diaspora africaine, moteur de développement ou élite déconnectée. Vous en pensez quoi? Moi, je dirais que voilà, diaspora africaine, moteur de développement, je suis plus sur le moteur de développement. Mais voilà, mais derrière, il faut vraiment qu'on essaie à mettre ce link dont je viens de parler et d'orienter quand même la diaspora vers le financement productif au lieu au financement à la consommation. Bien sûr. Le financement productif est important. Donc voilà, auparavant, avec l'ancienne diaspora, ils étaient dans tout ce qui est construction de maisons et d'autres, alors qu'il y a des possibilités de mettre en place des projets structurants au niveau local et de créer le link avec les entrepreneurs locaux. Exactement. Donc c'est un peu les deux. Un peu les deux. Moteur de développement, mais en même temps un peu déconnecté parce qu'il faut faire des investissements productifs. Le message est passé. Vous en pensez quoi, Mr. H? Moi, je pense que c'est les deux, encore pareil, les deux mon général. Et je pense que l'élite était encore un peu trop déconnectée, à mon avis. Encore aujourd'hui. Encore un peu déconnectée. C'est pour ça que ce qu'on fait est très important quand on donne des idées, quand on parle beaucoup sur l'Afrique et qu'on fait la promotion du retour en Afrique pour le développement, ça a contribué au moteur de développement. C'est un moteur de développement, mais encore à peaufiner, à peaufiner et à encourager. D'accord, très bien, c'est très clair. Je vous en prie. Je vais aller dans le même sens, en fait, parce qu'on se rend compte, effectivement, on a une diaspora qui est très puissante, qui est très variée et qui, si tout le monde était vraiment connecté, je pense que le développement de l'Afrique accélérerait très vite. Donc on voit bien qu'il y a quand même certains qui ont encore peut-être une méconnaissance. Certains ou la plupart? On va dire beaucoup quand même, beaucoup, parce que ces dernières années, on a vu beaucoup émerger des initiatives qui prônent le retour vers l'Afrique, qui prônent vraiment, à un moment donné, la construction et de prendre conscience que, effectivement, certains, pendant des générations qui sont passées avant, c'était un peu des aventures humaines. C'était d'abord eux dans leur accomplissement et qu'ils essayaient d'aider leur famille, s'ils pouvaient pour certains, et d'autres finissaient par se déconnecter. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une conscience qui s'élève, qui limite un peu la déconnexion et qui est en train d'essayer de trouver comment développer ce côté-là. Et je pense que ces initiatives-là sont très bonnes parce que ça permet aux gens d'observer les opportunités. Et toutes les initiatives, c'est-à-dire que même vous, en tant que coach sportif de haut niveau, qui peut accompagner donc aussi les élites sportives du continent africain, ça connecte aussi, on parle d'élites connectées. Effectivement, on essaie à notre mesure de faire au mieux, quoi. Bien sûr, c'est très important. En tout cas, si on a des structures sportives qui sont sur le continent africain et qui veulent éventuellement avoir votre expérience, votre savoir-faire, etc., n'hésitez pas à nous contacter. On transférera à M. Samba. On finit avec vous, M. Babadem. Oui, donc moi, je vois plutôt par rapport à l'évolution et je trouve qu'aujourd'hui, la diaspora africaine est plus un moteur de développement. Qu'une élite déconnectée, alors qu'avant, effectivement, là, je pense que quand on parle d'élite déconnectée, on parle plutôt des intellectuels qui venaient avant, mais qui restaient ici, qui s'intégraient, mais encore pire, ils s'assimilaient. Et donc, alors qu'aujourd'hui, quel qu'il en soit, ils sont plutôt connectés avec l'Afrique et ils cherchent aussi à investir, mais à s'intéresser. Moi, c'est surtout le fait de s'intéresser et avoir donc c'est pour ça les réseaux sociaux ont beaucoup aidé aussi à ça. Exact. C'est pour ça que je parle de moteur de développement, en fait. Exactement. Le message est passé, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux. On est pleinement connectés, nous, mesdames et messieurs, et on vous connecte entre les deux rives, l'Occident et le continent africain. Merci à vous, Ibrahima Badji, pour votre présence. Merci à vous, Monsieur Giscard Samba. Merci à nos chroniqueurs. On vous applaudit tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dias Africa, cette émission qui met en avant les hommes, les femmes qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec
Orange Monnaie Europe. Orange Monnaie Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.